Bonjour à tous. Et puis merci de nous rejoindre ce matin. Moi, je suis ravie de pouvoir vous présenter notre activité, notre service études éveil ce matin. Donc, je suis Karine Robini. Je suis responsable du service études éveil d'Innovalliance et je vais avoir le plaisir de vous faire cette présentation avec mon collègue Julien Riochet, dont la caméra aussi, a priori, est coupée, mais bon, qui Bonjour va. à tous et à toutes. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer par une rapide introduction sur ce qu'est Innovalliance pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Et ensuite, on va vous dérouler, en utilisant un cas d'étude, ce que nous pouvons proposer comme accompagnement avec ce service études d'éveil lorsque vous avez des problématiques, des questionnements autour de vos marchés, de vos produits, de leur sensorialité. Euh, voilà. Et également, alors on l'abordera peut-être pas sur la présentation, mais on a aussi un service de veille, la possibilité de vous proposer des veilles sur vos marchés. Donc je Si, vais si tu peux démarrer et je pense que repartager, ça a dû si tu couper peux aussi, voilà, repartager ton effectivement, le écran, s'il te plaît. partage. Merci. Voilà, l'enregistrement avait fait sauter ce qu'on avait préparé. Voilà, alors ce que je vous propose également, nous aurons la possibilité de faire un temps questions-réponses en fin de séance. Donc, n'hésitez pas pendant le fil de la présentation à noter vos questions dans la conversation. Comme ça permet de ne pas les oublier. Et puis, en fin de séance, bien sûr, vous pourrez aussi prendre la parole pour poser les questions oralement. Ça sera peut-être plus convivial également de fonctionner ainsi. Allez, du coup, je démarre sur la présentation. Donc, avec cette introduction sur le pôle Innovalliance, un pôle de compétitivité avec comme thématique centrale la naturalité et le végétal. Innovalliance est un pôle qui fait travailler des entreprises sur 4 filières, l'agroalimentaire, la nutraceutique, la cosmétique et les parfums et arômes. C'est un peu une originalité du pôle Innovalliance où on travaille dans la transversalité sur ces 4 filières et je peux même rajouter une 5e filière avec l'agriculture qui apporte aussi, bien sûr, des éléments pour chacune de nos 4 filières plus industrielles, on va dire. Les acteurs qui sont membres d'Innovalliance sont des entreprises de ces filières, des offreurs de solutions technologiques et nous travaillons également, bien sûr, avec la recherche et les établissements de formation. Notre territoire, c'est le grand quart sud-est, on va dire, avec la région sud, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Corse. Chez Innovalliance, donc nous avons choisi de travailler dans la transversalité sur nos 4 filières avec 3 grands domaines d'action stratégiques qui vont structurer nos actions. Le premier, ça va être autour de la durabilité des ressources végétales. Ensuite, on a des actions sur tout ce qui va être production éco-performante et éco-conception. Et le dernier, autour des consommateurs et de la performance produit. Pour le service études éveil, on va pouvoir apporter des réponses dans les 3 grands types d'actions stratégiques que vous avez à l'écran et on pourra voir certains cas qui peuvent s'adapter à nos différentes actions stratégiques. Je ne rentre pas dans le détail, hein, ce n'était pas l'objet de ce matin, c'était vraiment juste pour vous présenter rapidement notre structure et les services que propose Innovalliance vont avoir, on va dire, 3 grandes missions. La première va être de développer votre réseau, que vous connaissiez mieux les uns les autres pour pouvoir travailler ensemble et puis faire émerger des projets collaboratifs. Un objectif d'accélérer l'innovation, bien sûr, qui est le cœur de métier d'Innovalliance, et également de vous accompagner par rapport à la croissance, donc booster votre entreprise et sur vos marchés. Et donc, le service études d'éveil d'Innovalliance, c'est une équipe de 6 personnes qui sont des experts de vos filières, l'alimentaire, la cosmétique, l'arôme parfum et la nutraceutique. Et nous mettons en place des études sur mesure pour aller mieux comprendre vos marchés et puis inspirer et valider vos innovations.
Voilà pour cette rapide présentation d'Innovalliance. Je vais passer la parole à Julien sur la présentation du cas d'étude que nous avons choisi de vous proposer et on se relaiera au fil de la présentation sur les différents types d'études. Je te laisse la parole, Julien. Merci Karine. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un cas d'étude qu'on a traité il y a maintenant quelques mois sur un sujet qui était de la diversification des amendes. Pour des raisons de confidentialité, on ne pourra pas vous donner le nom de l'entreprise, mais sachez que c'est des choses qu'aujourd'hui on fait faire et on sait très bien travailler dans la confidentialité. Pour commencer, je vais vous raconter un peu le contexte de la structure. Donc, on est sur une coopérative agricole qui est basée dans le sud de la France et qui produisait plusieurs fruits et légumes et notamment qui produisait des amandes sur lequel elle avait déjà développé quelques produits, que ce soit en agroalimentaire ou en cosmétique. Et ces produits étaient distribués dans le magasin de l'entreprise et via des partenaires locaux type épicerie haut de gamme. La problématique, donc on a été démarché par cette entreprise. L'entreprise voulait identifier des débouchés et se diversifier, notamment sur des produits et sur des nouveaux marchés qui pouvaient être intéressants pour elle. Donc, il y avait une volonté importante de développer de nouveaux produits en agroalimentaire et en cosmétique. Il y avait des réflexions aussi autour de la question de la nutraceutique. Et donc, on a accompagné l'entreprise tout au long du processus via notre méthode. Si quelqu'un peut... Je t'ai donné normalement voilà. Ok, pardon, excusez-moi. Donc, globalement, comment ça s'est passé? On a rédigé une proposition d'accompagnement qui a borné l'ensemble de l'accompagnement que l'on pouvait proposer. Cet accompagnement étant important, on a mis en place des deadlines et des étapes pour éviter que ce soit trop long et pour bien prioriser les sujets. Ce que vous voyez là en face de nous, en face de vous, c'est quelque chose qui a été co-construit avec l'entreprise via des allers-retours et via des amendements qui ont été faits via une négociation permanente parce qu'on reste à proximité quand même des structures qu'on accompagne. Le choix a été fait pour des raisons stratégiques de l'entreprise de commencer par la partie agroalimentaire parce qu'elle avait déjà des réflexions en cours et qu'elle pouvait avancer plus facilement sur le sujet, et ensuite de travailler sur les autres marchés, pardon. Hop là, pardon. Donc, sur la partie agroalimentaire, ce qu'on a fait, déjà, c'est sur la partie des amendes. L'entreprise, avait une idée assez vaste, était ouverte et c'est très ouverte sur les débouchés en agroalimentaire. Donc, nous, ce qu'on leur a proposé dans un premier temps, c'était d'identifier les secteurs porteurs qui utilisent des amendes en agroalimentaire. Pour cela, on s'est appuyé sur un outil sur lequel on dispose au sein du pôle qui s'appelle Mintel, qui permet de suivre les lancements dans 64 pays et pouvoir retravailler la donnée derrière. On a découlé le graphique que vous voyez ici, où il y a énormément de lancements qui sont en boulangerie, en confiserie et en snack, mais ce n'était pas la volonté de l'entreprise. L'entreprise, elle avait une volonté
de se développer sur les pâtes à tartiner et sur les purées à base d'amandes parce qu'elle y voyait pour elle un vrai levier et un vrai potentiel de diversification et de croissance. Donc, une fois qu'on a présenté un peu tous les secteurs qui étaient faisables en agroalimentaire, le focus, on a présenté ça à la structure. La structure nous a dit de faire un focus, comme on a dit, sur les tartinables et notamment sur les tartinables sucrés. Donc, on est allé chercher des données marché très simples, des données marché assez macroéconomiques pour voir si le marché était plutôt en croissance ou était plutôt en termes de contraction. Pour ça, on s'est appuyé sur différents outils, notamment Mintel, qui nous permet d'avoir accès à toute la partie marché et analyse de marché. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que on leur a sorti et on a fait une petite analyse du marché, dont vous voyez quelques exemples ici. Donc, le marché des tartinables sucrés, c'est 1,4 milliard d'euros, avec une tendance à la stabilisation dans le passé et des prévisions qui indiquent qu'il n'y a pas forcément de croissance ou de décroissance prévue sur le marché. C'est 20 000 tonnes de tartinables parce qu'on est arrivé à récupérer aussi des statistiques de consommation qui permettent d'avoir une certaine stat de consommation. Et on a fait vraiment un focus sur les beurres d'oléagineux et les arachides. On a eu cette granularité-là. Et on voit que c'est 22 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une stabilité depuis 2018 et que c'est 3,7 tonnes de produits en France. Donc, toutes ces données-là, on les a présentées à la structure pour bien s'assurer que c'était ce vers quoi ils voulaient aller avec les informations qu'on a récupérées en termes de marché, ce qui a été le cas. Du coup, on a pu passer sur une deuxième phase de l'analyse qui était de vraiment accompagner sur le positionnement marketing qu'il pouvait y avoir. À part de toutes les données que vous voyez là aujourd'hui, c'est des récupérations qui ont été faites par Mintel et on voit que sur la période donc 2021, 22, 2024, on voit que il y a une vraie tendance à avoir une volonté de produits biologiques et sans conservateurs, sans additifs et vraiment du naturel. Mais quand on regarde quand on regarde la décomposition par année, on se rend compte que la tendance à la naturalité dans ce secteur-là est un peu à la baisse, mais qu'il y a une montée importante des régimes spéciaux. Je pense à des sans gluten, je pense à des régimes euh, notamment sans gluten, halal, vegan, tous ces régimes-là, et ça représente 25% des lancements dans la période, et ça monte très clairement. Donc, suite à ça, comme il y avait une question autour du prix de l'entreprise, du prix du produit, l'entreprise souhaitait un positionnement plutôt haut de gamme, parce que ça correspondait à sa stratégie et à la- au positionnement global de la coopérative, en tout cas des produits de la coopérative. On a regardé un peu l'écart qu'il pouvait y avoir avec les prix et on s'est rendu compte que 85% des prix pardon, sont inférieurs au prix. Pardon, 85% des prix sont inférieurs à 5,20 €, ce qui est nous, pour répondre à la demande de positionnement de gamme, on a préconisé
et on a recommandé un positionnement prix aux alentours de supérieur à 5,20 € sur les 150 pour le pot de 150 grammes. Ça, c'est la première partie qu'on a faite sur la partie agroalimentaire et sur la partie pâte à tartiner sucrée. On a poussé un peu, on peut pousser plus loin dans l'histoire, notamment en se focalisant sur les réseaux de distribution. La volonté était vraiment de se positionner là. Donc, l'apport pour l'entreprise qui a été reconnu, ça a été d'identifier des marchés porteurs, identifier des tendances de marché, que ce soit en termes d'agrégation, de consommation, de chiffre d'affaires, mais également de volume, puisqu'on a pu récupérer ces informations-là. Ça a été également l'identification de la concurrence, que ce soit les marques ou les entreprises qui sont derrière ces marques-là, et une recommandation prix qui va être importante un peu plus tard dans la présentation, dans la partie de présentation de Karim. Un travail similaire a été fait sur la partie cosmétique. Là, on va vraiment vous présenter, on va faire un focus sur les parties soins du corps, pardon, mais un travail en parallèle a été fait sur les autres secteurs de la cosmétique. On a identifié les données de lancement de produits via une recherche par ingrédient. En l'occurrence, c'était Prunus dulcis, pardonnez-moi pour mon latin, et toutes les déclinaisons, donc abstract, et tout ça dans le cadre, tout ça dédié à la cosmétique. Et on a fait un travail similaire pour identifier où étaient les lancements, en sachant qu'à chaque fois, on a récupéré les lancements et on a transmis des exemples de produits qui correspondaient à ce segment-là pour que l'entreprise puisse avoir une illustration. Sur la partie cosmétique, on voit qu'il y avait deux marchés qui étaient particulièrement ciblés par l'entreprise, donc les soins du corps et le soin du visage. Le soin du corps, donc le body care en France, on a fait un travail qui est similaire à la partie agroalimentaire, mais qu'on a poussé un peu plus en termes de répartition de marché et de concurrence, puisque on a pu récupérer notamment la répartition des ventes par entreprise dans le domaine. Globalement, le marché est dominé par trois grands acteurs, L'Oréal, Beiersdorf et Johnson & Johnson. Les parts de marché restent relativement stables à travers le temps. Néanmoins, il y a une chose qui est importante et qu'on voit, en tout cas dans le secteur-là, c'est qu'il y a un développement des marques propres et des petites marques qui sont mises régulièrement sur le marché et qui gagnent des parts de marché à ce niveau-là. Donc, ces informations-là, c'est important pour l'entreprise parce que ça permet de voir, d'identifier la concurrence qu'il y a, mais également d'évaluer l'opportunité du sujet et de voir d'évaluer l'opportunité de se positionner sur du body care en cosmétique. Excusez-moi. Sur la partie body care, on a allé chercher les allégations qui existaient. Donc, en faisant une étude des tendances, on voit que le naturel reste très dominant dans le sujet, dans le domaine, pardon, mais avec une tendance à la baisse à travers le temps. Par contre, on assiste à la deuxième allégation qui est en train de monter, c'est l'allégation éthique qui est en train de clairement se développer dans le domaine du body care.
Et on a assisté derrière, dans les lancements, il y a une vraie question autour des allégations fonctionnelles, notamment longue durée, avec des efficacités longue durée, qui sont une demande importante du client. Et donc, dans la formulation qui va être faite plus tard pour l'entreprise, ben, c'est un élément qui est important pour elle à comprendre et à avoir comme information. Euh, En semaine 12, on a commencé à évaluer l'opportunité en nutraceutique, puisque c'était une volonté de l'entreprise. Donc, on a fait une veille bibliographique. On s'est très vite rendu compte que c'était très, très utilisé en alimentation santé et donc en agroalimentaire. Dans la bibliographie, en tout cas, c'est ce que nous, on a trouvé. Mais également, ça a été confirmé par les interrogations d'experts qui ont confirmé un certain nombre de points, notamment sur l'utilisation de l'amende. Et c'est ce à quoi on s'était engagé. On a identifié le cadre réglementaire, puisque c'était une entreprise qui ne développait pas de produits en complément alimentaire, d'ingrédients en complément alimentaire. Et donc, c'est un cadre réglementaire qui est particulier, avec des contraintes qui sont particulières, où nous, on les a identifiés en collaboration. Nous, on a identifié les différents points qu'il y avait dans un premier temps. On n'a pas la compétence d'aller jusqu'à la rédaction de dossiers qui pourraient être intéressants qui pourraient répondre à la problématique de l'entreprise en question. Par contre, on a un réseau important d'entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement, qui, eux, ont ces compétences et avec qui on réoriente sans problème pour pour des sujets qu'on ne maîtrise pas en interne. Et derrière, il y avait toute une question de la cartographie de partenaires potentiels qui pourrait être intéressant. Les résultats globaux de cette étude, de cette partie-là, ça a permis à très court terme le développement d'un nouveau produit agroalimentaire qui sont les pâtes à tartiner à base d'amandes, vous avez un exemple là à côté. On a identifié aussi, ça a été pour l'entreprise des résultats d'aide au positionnement des tendances dans le domaine, une aide au positionnement de prix également, l'identification de la concurrence, mais aussi, et qui est un point important, qui a été toutes les informations qu'on a fait remonter sur la partie nutraceutique, l'entreprise en a conclu que c'était une idée sur laquelle ils n'étaient pas prêts aujourd'hui à se positionner. Donc, ça a permis à l'entreprise, avant de lancer un projet et de se développer, de lancer des actions dans le domaine, d'avoir les contraintes et de prendre une décision qui a été, en l'occurrence, nous, les contraintes, elles sont beaucoup trop fortes pour nous aujourd'hui. On ne dit pas qu'on n'y reviendra pas, mais à court terme et à moyen terme, on ne veut pas y aller on veut pas aller sur ce domaine-là. Suite à cela, donc sur la partie pâte à tartiner, suite à cela, on a fait un test hédonique grâce à Terra Senso, que Karine a piloté et que je laisse Karine présenter. Merci. Attends, je reprenne la main. Pardon. Non, c'est bon, je dois l'avoir. Super. Merci, Julien. Donc, du coup, là, je vais vous présenter différentes façons que l'on peut avoir d'aller questionner des consommateurs ou la sensorialité des produits sur donc les deux grandes filières sur lesquelles l'entreprise a souhaité se positionner. La filière agroalimentaire, on va commencer par celle-ci, avec une étude sur les pâtes à tartiner amandes que l'entreprise avait développées. Et ensuite, je vous présenterai une partie autour de la cosmétique, sachant que bien sûr, c'est un cas d'étude, mais toutes ces différents types d'études que nous mettons en place sont tout à fait transposables à d'autres produits, à vos produits sur d'autres filières. Et d'ailleurs,
au niveau de l'étude d'éveil. Alors, bien sûr, on est expert des filières d'Innovalliance, mais on peut aussi travailler sur des produits qui sont en dehors du scope d'Innovalliance, si vous n'êtes pas si vos produits ne font pas partie des 4 grandes filières que je vous ai présentées au démarrage. Ce que j'ai oublié d'évoquer au départ, c'est que les études et la veille sont ouvertes à tout type de clientèle, même hors adhérents Innovalliance. Par contre, en tant qu'adhérent Innovalliance, vous bénéficiez de tarifs privilégiés sur ces études. Voilà, voilà pour cette petite rectification que j'ai oubliée tout à l'heure. Donc, je me lance sur la partie des études consommateurs qui ont été menées sur les pâtes à tartiner aux amandes. L'idée, c'était d'aller connaître les préférences des consommateurs et notamment sur ces produits-là, on a souhaité interroger des enfants et des adolescents et en parallèle des adultes sur les différentes recettes que l'entreprise avait élaborées. Donc, il y avait une partie sur l'appréciation des qualités sensorielles, mais aussi une compréhension et une approche par rapport au positionnement prix, que l'entreprise puisse valider un positionnement prix qui soit cohérent avec l'image du produit et qui puisse refléter la valeur produit perçue par les clients potentiels que l'entreprise aura demain. Également, on a travaillé sur les messages du pack pour pouvoir en évaluer la pertinence et l'attractivité. Est-ce que ces arguments donnent envie d'acheter ou pas le produit? Donc, cette partie-là, la partie prix et la partie pertinence des messages commerciaux étaient proposées en test aux adultes, hein, pas aux enfants. Donc, la méthode, une étude hédonique, un terraconso-test avec une dégustation en plateforme sensorielle où 4 recettes ont été évaluées par chacun de nos testeurs avec une modalité qui s'appelle le monadique séquentiel, qui ne vous parle pas si vous ne faites pas de sensoriel. Le monadique séquentiel, c'est le fait de faire déguster ou tester des produits un après l'autre versus soit du monadique pur où chaque personne ne va tester qu'un seul produit, et versus également le comparatif, qui est un mode où on va pouvoir donner tous les produits en même temps là pour développer plus les comparaisons entre les produits. Le monadique séquentiel reste le mode le plus couramment utilisé sur ces outils d'évaluation sensorielle qui donnent de très bons résultats même dans la comparaison des produits et ne sature pas trop le testeur. C'est plus compliqué de comparer des produits, c'est plus saturant plutôt que de les avoir un après l'autre. Voilà pour la partie explication de la méthodo. Les adultes ont eu aussi une partie de test du pack en étude consommateur. On va souvent se focaliser sur la sensorialité produit, mais pas que. Parfois, on peut travailler aussi sur la dénomination, sur la marque, sur un emballage, voilà, sur différents éléments du mix produit, pas uniquement les caractéristiques sensorielles. Voilà, donc le panel interrogé, je vous l'ai dit, 3 types de cibles, enfants, ados et adultes. Et on a interrogé ici des personnes de 2 origines géographiques différentes, Avignon et Paris. Bon, c'est centré France, hein, mais voilà, pour voir s'il y avait des différences potentiellement entre ces 2 zones géographiques. Quand on met en place une étude hédonique de ce type, on a toujours un travail amont avec notre client pour pouvoir élaborer le questionnaire qui correspond à ses attentes, aux questions qu'il se pose, tout en gardant bien sûr notre œil d'expert par rapport à la méthode pour poser les questions dans le sens des normes AFNA. Avec différents types d'échelles que l'on peut inclure dans ces évaluations. Là, on est sur une évaluation quantitative où chaque testeur va être installé dans une cabine de dégustation avec un questionnaire informatisé face à lui et il va répondre tout seul hein, à ce questionnaire pour donner son opinion. Nous avons dans nos questionnaires une question centrale, l'appréciation générale, qui est en fait presque la seule question qu'on devrait poser. Alors, on est curieux, donc souvent on va ajouter tout un tas d'autres questions. Mais l'appréciation générale, c'est vraiment la question centrale des études consommateurs parce qu'elle reflète l'avis du consommateur lambda lorsqu'il a acheté un produit et qu'il va le consommer chez lui. Voilà, il sait s'il aime ou s'il l'aime pas, globalement. Il sait s'il le rachètera ou pas, par exemple.
mais il ne va pas se poser non plus 36 questions par rapport à toutes les qualités sensorielles du produit. Donc, ce critère d'appréciation générale, c'est vraiment le critère phare de nos études consommateurs. Bon, ici, avec des échelles de mesure, des échelles d'appréciation, enfin, une échelle que moi j'aime bien utiliser qui va de 0 à 10. J'aime bien l'utiliser parce que pour moi, elle correspond à quelque chose que l'on connaît en général. On a été évalué sur ce type d'échelle, 0,10 ou 0,20, dans notre système scolaire la plupart du temps. Donc, on a nos repères sur l'échelle. On sait ce que veut dire une moyenne de 2,7 sur l'échelle de 0,10 ou une moyenne de 8,2. On n'a pas à se remettre dans des références, alors que si on utilise une échelle de 1 à 7, de 1 à 9, comme je vois parfois dans certains questionnaires, les références ne sont pas aussi évidentes. Mais bon, on n'a pas d'obligation. Les normes AFNOR n'obligent pas à utiliser une échelle en particulier. Donc après, c'est un petit peu aussi en fonction des habitudes des entreprises. On s'adapte aussi, nous, lorsqu'une entreprise a plus l'habitude d'utiliser un autre type d'échelle, on va la suivre si ça lui permet de comparer aussi les différentes études qu'elle peut être amenée à commander. Une échelle typique pour la cible adulte, assez simple, et une échelle un petit peu adaptée pour les enfants, notamment avec l'utilisation de smiley pour leur faciliter les choses et la compréhension de l'échelle. D'autres façons de questionner les consommateurs dans ces questionnaires, on a cette appréciation générale qui est importante, et l'appréciation parfois aussi d'autres critères déclinés, notamment le goût, la texture. On peut poser les mêmes types de questions, mais on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le détail, notamment pour certains critères sensoriels. Ici, par exemple, le goût sucré, avec l'utilisation de cette échelle bipolaire, où vous voyez qu'il y a une position centrale qui est, en gros, que le produit correspond tout à fait à vos attentes sur ce critère-là, le goût sucré est juste bien pour moi. Et puis, des items d'insatisfaction dans deux orientations. Soit le produit est trop sucré, soit le produit n'est pas suffisamment sucré. Ça, c'est une façon de questionner le consommateur qui va vraiment nous permettre de dégager des clés d'optimisation des produits lorsqu'on a des produits qui ont des performances plus moyennes ou mauvaises. Ça permet de savoir vers quoi réorienter les préconisations de modification de recettes. Des échelles également, des échelles de Likert, des échelles d'agrément par rapport à des allégations, à des mentions que l'on peut faire par rapport aux produits, notamment là ici sur la facilité à tartiner. On peut demander son accord au consommateur. Donc, on a construit un questionnaire. Je vais vous présenter une partie des résultats qui ont été obtenus suite à cette étude. Une première partie qui était basée sur la présentation rapide du concept avec est-ce que vous avez envie de goûter ce produit? Et là, un vrai intérêt des consommateurs à goûter le produit. Quasiment tout le monde a répondu oui. Et après, en dégustation, voici par exemple ce que nous pouvons obtenir en termes de résultats sur l'appréciation générale. Donc, je vous l'ai dit, 4 essais différents qui ont été testés. Ici, vous avez représenté la moyenne obtenue par chacun des produits sur l'échelle de 0 à 10. Ces moyennes, bon, visuellement, là déjà, on peut voir qu'il y a un produit, une des recettes qui a moins bien performé que les 3 autres, avec une moyenne beaucoup plus basse. Si je peux vous donner quelques clés de lecture sur ce type d'échelle qui va de 0 à 10, on a en gros 4 zones. Alors, ça n'est pas une définition liée à une norme AFNOR, mais c'est une définition assez communément admise dans le métier des études sensorielles. Avec mes collègues des autres instituts, on est assez en phase sur cette lecture des résultats, avec un niveau de satisfaction considéré comme bon à partir d'une moyenne de 7 sur 10. C'est en général ce que l'on souhaite valider lorsqu'on met en place une étude sensorielle, une étude consommateur. Un niveau d'appréciation mauvais, une note inférieure à la moyenne de 5 sur 10, donc tout ce qui va se situer entre 0 et inférieur à 5 n'est pas un bon résultat en soi, un mauvais résultat.
Bon, sachant que là-dessus, certains sont un petit peu moins stricts et vont mettre le parallèle au 7 sur 10, donc vont s'arrêter à 3 pour le niveau mauvais. Bon, moi, je considère que quand on met une note de 4 à un produit, c'est qu'on ne l'a pas apprécié. Donc, je suis plutôt sur cette barre à 5 pour le niveau mauvais. Et puis après, on a deux zones un peu plus intermédiaires, des zones moyennes. Voilà, un moyen moins entre 5 et 6 et un moyen plus entre 6 et 7. Donc, si je reviens sur les résultats de mes 4 pâtes à tartiner à l'amande, bon, on voit que tous les produits ont tenu une moyenne supérieure à 5 sur 10, mais on en a surtout 3 qui sont au-dessus du niveau de la satisfaction consommateur, donc au-dessus de 7, pardon. Donc, voilà, je sais que mes préconisations vont plutôt s'orienter autour de ces 3 essais. Et j'ai une analyse complémentaire au calcul des moyennes, qui est d'utiliser un petit statistique qui s'appelle l'analyse de variance, qui va me permettre de déterminer est-ce qu'il y a des différences significatives entre mes 4 échantillons. Or, ce petit icône-là avec les 3 étoiles, c'est la marque d'un test très significatif. Donc, il y a vraiment des différences significatives entre les 4 recettes. Et ensuite, on utilise un autre test, un test de comparaison multiple, qui permet d'aller différencier les produits 2 à 2. Et là, on se rend compte qu'on a un duo de tête avec les C2 et les C3 qui portent tous les deux la même lettre, ce qui signifie qu'ils sont appréciés de la même façon par les consommateurs. Donc, ces 2 produits sont les plus performants. J'ai les C4 qui a été le moins apprécié par le panel, et puis les C1 qui est intermédiaire entre le produit le moins apprécié et les 2 produits qui sont préférés par le panel. Bon, voilà comment on peut lire ce type de résultats, sachant que là, je vous ai montré les résultats sur la précision générale un peu en détail, et on va avoir la même chose sur d'autres critères sensoriels, d'autres caractéristiques un peu générales. L'aspect, l'odeur, la texture et le goût sont en général les paramètres que l'on va aller explorer avec ce type de questions. Des résultats sur l'échelle Just About Right que je vous ai présenté tout à l'heure, avec des critères donc de satisfaction ou d'insatisfaction. Ici, 4 critères qui ont été évalués, la brillance et la couleur, donc sur l'aspect, un critère de texture, la fermeté, et puis le goût sucré. Donc la zone qui nous intéresse, c'est la zone verte, la zone de satisfaction. Lorsque l'on a des taux élevés, en général au-delà de 2 tiers, certains qui sont un petit peu plus exigeants vont aller chercher des taux supérieurs à 70%. On considère qu'on a satisfait une bonne partie des consommateurs et que donc, en gros, le produit est satisfaisant, la recette est satisfaisante sur ce critère-là. Donc, fermeté, goût sucré, voilà, j'ai de bons résultats, très peu d'insatisfaction, que ce soit en pas assez ou en trop. Par contre, on va avoir sur certains critères, la brillance et la couleur ici, des zones d'insatisfaction avec un taux important de consommateurs. En général, on va les regarder, les analyser à partir du moment où on a au moins 20% de consommateurs en cumulant le vraiment pas et le pas. Donc ici, sur la couleur, on a une insatisfaction liée au fait que la couleur soit trop claire sur cette recette-là et pas suffisamment brillante. Et on analyse la pertinence et le réel impact de cette insatisfaction sur la note d'appréciation générale. On ne fait pas simplement que relever qu'il y a 38% des consommateurs qui trouvent que le produit n'est pas assez brillant. On va regarder si cela impacte aussi leur appréciation générale du produit. Et là, en l'occurrence, donc avec des statistiques, là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un test de pénalité. Les tests de pénalité sont significatifs, c'est-à-dire qu'il y a un vrai impact sur cette recette-là qui n'était pas suffisamment brillante et qui avait une couleur trop claire. Elle aurait gagné à justement être un peu plus foncée et avoir une brillance plus marquée. Donc voilà, on peut ici proposer ce type de recommandation à nos clients pour un retravail de recette. Si c'est la recette qu'ils souhaitent commercialiser. Autre format de résultat, je vous ai présenté tout à l'heure l'échelle de Likert, l'échelle d'agrément. On va pouvoir, par exemple ici sur la question est-ce que ce produit est facile à tartiner ou pas,
On avait un très fort taux de personnes d'accord avec cette affirmation. 84%. Alors, c'est pas tout à fait juste entre ici ce que vous lisez sur le graphique et le 84%. Bon, c'est parce que j'ai choisi de ne pas mettre de chiffre après la virgule, donc c'est lié à l'arrondi. Mais on a donc 84% du panel qui est assez ou tout à fait d'accord avec la mention ce produit est facile à tartiner. Quelque chose de très significatif. Souvent dans les questionnaires, nous pouvons aussi aller travailler autour des intentions d'achat, soit avec un prix, soit en proposant l'intention d'achat à un prix qui convienne aux consommateurs. Bon, là, en l'occurrence, on n'avait pas travaillé le prix sur cette question d'intention d'achat. Et pour les C3, les consommateurs sont 64% à souhaiter acheter le produit, donc avoir des intentions d'achat favorables. Et c'est très significatif. Voilà, ils sont peu nombreux à ne pas souhaiter acheter le produit et très peu à ne pas se positionner. On a questionné aussi les consommateurs par rapport à la dénomination de la pâte à tartiner, la dénomination qu'avait retenue la coopérative. Parfois, on peut comparer plusieurs dénominations pour voir celle qui est la mieux en accord avec le produit et la plus attractive pour le consommateur. Donc là, en l'occurrence, on a testé l'accord non produit. Et pour cette recette-là, on avait un bon accord avec 70% des testeurs qui trouvaient que le nom et le nom et le produit s'accordaient bien. Sur ce projet autour des pâtes à tartiner, la coopérative se posait beaucoup de questions par rapport au prix de vente de ce produit. Et on a choisi d'aborder ces questions-là dans l'étude consommateur, non pas en proposant un prix d'office, mais en travaillant avec le consommateur sur cette construction du prix de vente. On a utilisé une méthode qui s'appelle le price sensitivity, où on va demander aux consommateurs de se positionner, de proposer un prix pour chacune des 4 catégories que vous avez à l'écran. Donc soit le produit est vraiment bon marché, c'est une bonne affaire, soit le produit est cher, à partir de quel prix, qu'est-ce qui pour vous est un tarif trop bon marché, au point que vous auriez des doutes sur la qualité du produit. Et la quatrième catégorie, le produit est vraiment trop cher, au point que je ne souhaiterais pas envisager l'achat du produit. Voilà. Donc ça permet de construire ce type de graphique avec ces courbes qui vont représenter chacune des 4 catégories, 4 questions que je viens de vous présenter juste avant. Et ici, nous a permis de déterminer une plage de prix acceptable entre 3,15 € et 5,12 € pour le produit. Voilà, en lien avec ce que vous a présenté Julien tout à l'heure, où la recommandation par rapport au positionnement haut de gamme était d'aller au-delà de 5,20 €. Après, il y a bien sûr tout le mix marketing qui peut être à prendre en compte, notamment par rapport à l'origine France des amandes, par rapport à l'ancrage local, par rapport à la proposition qui va être élaborée. Donc, ce sont des points à discuter avec l'entreprise. Voilà les résultats sur ces pâtes à tartiner. L'étude a permis de sélectionner la recette la plus performante, tout en proposant quelques petits axes. Il n'y a pas grand-chose à modifier, mais quelques petits axes d'optimisation si l'entreprise souhaitait avoir un produit encore plus performant. Donc, retravailler un petit peu la sensorialité produit. La dénomination du produit a été validée et l'étude a aussi permis d'apporter des éléments par rapport au positionnement de prix. Alors maintenant, je vais passer à l'approche que nous avons souhaité mettre en place sur la partie cosmétique, où là, l'entreprise avait besoin de peut-être plus d'éléments au départ pour comprendre l'univers dans lequel elle souhaitait positionner ses produits, qui était l'univers de la cosmétique bio et naturelle.
Donc, on a démarré de façon plus amont, on n'est pas commencé tout de suite à tester un produit par une approche, approche consommateur mêlant du quali et du quanti, avec les objectifs qui étaient d'abord de comprendre et d'identifier quels sont sur ce marché-là les moteurs clés qui vont être marquants pour le consommateur par rapport à l'intérêt qu'il peut avoir pour le produit et ce qui va lui donner envie d'acheter des produits de cet univers. On va aussi avoir comme objectif de pouvoir appliquer à la marque les moteurs clés, tous ces points importants que nous aurons détectés en première partie, et ensuite d'aller valider, là ça sera plus la partie quantitative, d'aller valider les modèles les plus percutants. Donc la méthode a été travaillée donc en quali-quanti avec une tribu de consommateurs. Bon, en l'occurrence, ce sont des consommatrices. Vu l'univers produit, on est plus orienté vers les femmes. On a sélectionné des acheteuses et utilisatrices de cosmétiques bio, des personnes qui pouvaient acheter différents types de produits déjà dans cet univers-là et qui présentaient un intérêt pour les produits naturels. Sur la partie quali, on a mis en place cette tribu donc de 30 participantes avec une première phase de travail qui leur a été demandée en individuel. On les a fait travailler pendant 2 semaines en leur demandant d'aller récolter au fil de ces 2 semaines tous les produits qu'elles pouvaient identifier comme un produit cosmétique bio naturel. Elles pouvaient pour cela explorer, et elles devaient même, on leur a donné quand même quelques consignes, elles devaient explorer les différents canaux de distribution possibles, donc bien sûr aller dans des magasins, des pharmacies, peut-être faire un petit peu d'exploration sur des sites internet, si elles avaient l'occasion de consulter des magazines, également aller dans leur placard pour aller nous donner des informations par rapport aux produits aussi qu'elles avaient déjà chez elles. Donc, on les a laissés explorer ces divers canaux et donc collecter toutes ces informations. Et on a également, on n'a pas trop évoqué jusqu'à maintenant, donc la coopérative souhaitait dans un premier temps rester sur un ancrage très local au niveau de la commercialisation de ses produits et notamment commercialiser dans sa propre boutique ses produits dans un premier temps. Cet ancrage local devait être un paramètre important dans la marque et dans son image. C'est pour cela qu'on a aussi cherché à étudier dans cette phase de collecte d'informations des marques de cosmétiques qui s'étaient déjà développées sur cette approche-là avec ce fort ancrage, afin que ce paramètre-là ne passe pas inaperçu si on avait laissé une collecte tous azimuts sans avoir cette spécificité qui a été demandée aux participants. Donc là, on a collecté beaucoup d'infos, beaucoup d'éléments qu'il a fallu hiérarchiser. Donc, on a demandé à la tribu de travailler sur ces éléments-là, avec la classification, quelles sont les caractéristiques qui sont pour vous les plus importantes, de regrouper également les éléments qui se ressemblaient, qu'elles pouvaient trouver cohérents à être mis dans un même groupe et ensuite de hiérarchiser ces différents groupes en fonction de la pertinence et de l'importance de ces éléments lorsqu'elles ont à choisir un produit. Et en bout de cette partie qualitative, nous avons aussi travaillé avec ces participantes en atelier de co-créativité autour de la marque pour pouvoir se baser sur le travail de collecte qui avait été mis en place et d'identification des drivers d'achat importants et d'aller co-construire et proposer à l'entreprise des modèles de mix produits idéaux. Alors, les modèles ont été un petit peu retravaillés aussi en lien avec l'entreprise par rapport à des choses qui étaient faisables aussi. Parfois, en co-créativité, on peut proposer des choses qui, à terme, ne seront pas soit réglementairement, soit peut-être pour l'entreprise possible de transposer à son mix produit. Donc, il y a eu une partie de retravail amont.
Et puis, on a proposé ces différents modèles en test quanti, là avec un panel de 60, alors à nouveau des dames, 60 participantes qui ont pu scruter les 3 modèles avec là, un questionnaire fermé, construit là aussi avec la coopérative, pour aller valider le performance de ces modèles en termes d'attractivité, d'intérêt, également de crédibilité. Est-ce que on arrivait à dégager des intentions d'achat positives et un taux important? Le questionnaire a également, et l'analyse des résultats a aussi permis de mettre en évidence les forces et les faiblesses de chacune des propositions et de fait de pouvoir aller vers des recommandations de choix stratégiques. Quel est le modèle vraiment le plus performant? En tout cas, quels sont les éléments dans chacun des modèles qui sont les plus performants pour pouvoir construire vraiment le mix produit qui ait le plus de chances lors de la mise en marché, avec également des axes d'optimisation qui ont été proposés. Donc voilà pour cette partie un peu amont. Ensuite, l'entreprise a pu travailler sur la formulation de crème de jour, alors en tenant compte du cahier des charges qui a été élaboré dans la partie qualité anti. Et on a eu à proposer à l'évaluation sensorielle et à la description sensorielle 3 essais qu'on a souhaité comparer à un benchmark. Là, l'idée, c'était d'aller vérifier quel était l'essai qui se rapprochait le plus du benchmark en termes de qualité sensorielle. Pas en termes d'appréciation consommateur, mais en termes de qualité sensorielle. Donc là, l'outil qui a été utilisé, c'est la méthode des profils sensoriels par la QDA, Quantitative Descriptive Analysis, avec l'utilisation du panel d'experts cosmétiques de TerraSenso. Ce sont des testeurs qui ont été sélectionnés et entraînés à la caractérisation des crèmes cosmétiques qui sont un outil de mesure objectif de la qualité de ces produits. Donc voilà le type de résultat que l'on peut obtenir suite à ce passage sous les yeux et l'appareil sensoriel de nos experts cosmétiques. On obtient ce type de représentation où vous avez donc les 4 produits, le benchmark et les 3 essais, l'ensemble des descripteurs sur lesquels les produits ont été évalués et puis le positionnement de chacun des 4 produits, donc son profil sensoriel. Et c'est là qu'on est allé comparer les différences sensorielles qui pouvaient exister entre le benchmark et les 3 autres produits, qui nous a permis de sélectionner la crème qui était la plus proche en termes sensoriels du benchmark, qui était de mémoire la crème numéro 1. Avec potentiellement aussi ici des axes d'optimisation que l'on peut proposer aussi lorsqu'il y a des écarts significatifs entre le benchmark et l'essai, à condition que l'entreprise ait envie de faire un produit quasi identique. Bon, là, l'idée, c'est de se rapprocher un maximum des caractéristiques sensorielles, pas forcément d'y coller parfaitement. Donc, on est allé au bout du process avec la sélection de la crème de jour qui correspondait le mieux au cahier des charges. Eh bien, à l'issue, on a aussi souhaité proposer à nouveau à des consommateurs ce produit en test pour aller notamment en valider, en démontrer l'efficacité perçue par l'utilisateur, l'utilisatrice, là encore, en test, avec un test d'usage à domicile où les testeuses ont pu utiliser la crème pendant 28 jours pour nous en exprimer leur taux de satisfaction et notamment la perception qu'elles pouvaient avoir de l'efficacité du produit. Voilà, sur quelques critères qui ont pu être testés, quelques allégations. On voit que certaines ont été plus performantes que d'autres, notamment de très bons résultats sur Ma peau est plus douce, avec 72% d'agrément par rapport à cette allégation, contre seulement, on va dire, 57 par rapport au fait que le teint soit plus lumineux.
un extrait des résultats. Voilà pour cette partie des études consommateurs et sensorielles, puisqu'il y avait une partie descriptive aussi sur les produits cosmétiques. Le résultat pour l'entreprise a été de pouvoir développer un mix produit performant, où on a travaillé à la fois sur un packaging qui soit attractif, cohérent avec le positionnement produit qu'avait décidé l'entreprise. On a travaillé l'argumentaire commercial pour avoir des messages qui soient percutants et qui soient attractifs là aussi, et une sensorialité et une efficacité produit qui répondent aux attentes des consommateurs. Alors, j'ai terminé pour la partie de la présentation. Je vais vous laisser une petite minute sur la visite virtuelle de notre plateforme et après, on pourra passer aux questions. Je lance la vidéo. Alors, il est fort probable que vous n'ayez pas la musique. Voilà la salle de test, ici qui était organisée pour un test de poids. Donc, les tests qui peuvent être organisés dans notre plateforme sensorielle, sur d'autres sites avec nos partenaires lorsqu'on veut interroger des consommateurs issus d'autres origines géographiques, et également au domicile des testeurs, comme pour les tests d'efficacité que je viens de présenter. Voilà, une autre vue de la salle. Et l'équipe étude éveil. Majorité féminine, comme souvent dans notre domaine d'activité. Pardon. Donc, écoutez, maintenant, ça va être à vous. Je vous propose. Si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. Je vais regarder peut-être aussi dans la conversation si certains ont déjà posé des questions. Non. Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'ouvrir sa caméra et son micro? Alors, Johanna, je vois que vous avez une question par rapport au budget à prévoir en moyenne pour ce type d'études. C'est très, très, très difficile de vous donner une réponse en moyenne. On peut avoir certaines études qui vont coûter, on va dire, aux alentours de 1 500, 2 000 €. Et puis, on peut avoir des études qui vont être beaucoup plus élevées. On n'a pas, en fait, d'études catalogue avec des prix définis à l'avance. Le fait de jamais pouvoir, enfin, on n'a pas forcément le même type de personnes à interroger, le même nombre de personnes à interroger, le même nombre de produits à tester. Également par rapport aux études sur le marché, le scope peut être très large ou très resserré. Donc, c'est assez compliqué de vous donner un budget. Là-dessus, je vous invite, si vous avez soit des projets en tête, soit un cas un peu classique, à nous solliciter en direct par rapport à une demande en particulier. Et comme ça, on pourra vous proposer une grille tarifaire. Ce sera le plus simple. Et Julien, je te laisse. alors, sur la partie étude de marché pure, donc ce que je vous ai présenté en amont, un peu plus haut, la tarification, comme on l'a dit, elle est variable. Après, on est sur des tarifs où on est aux alentours, on commence à partir, en tout cas sur ma partie, à partir de 2500, entre 2000 et 2500 euros, on arrive à faire des choses, en tout cas sur ma partie. Faut aussi savoir une chose, c'est que dans la mesure du possible, le pôle essaye, parce qu'on mène
une veille active sur tous les dispositifs financiers, notamment grâce à l'équipe territoriale et à l'équipe DAS. On essaye de coller au maximum à ces dispositifs-là pour essayer d'avoir un minimum de reste à charge pour l'entreprise. Il y aurait d'autres questions? Des éléments que vous souhaiteriez partager? Vous laissez un petit peu de temps, mais après, c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a... Bon, c'est peut-être qu'on a été très très clair et que vous n'avez pas de questions. Bon, de toute façon, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction dans lequel vous pourrez peut-être aussi poser des questions voilà, en direct. Ce sera peut-être plus simple dans ce cadre-là. Écoutez, moi, je vous remercie vraiment pour votre présence. J'espère que ça vous aura apporté des informations intéressantes. Et puis, Julien et moi-même sommes à votre disposition si vous avez des questions plus précises, si vous avez des projets que vous souhaitez nous solliciter pour justement avoir une proposition avec un budget associé. Merci bien, bonne fin de Merci. matinée et puis j'espère à très bientôt. Merci Au à vous, revoir. bonne journée à vous.